Voilà, écoutez, bonjour à tous, très heureux d'être un petit moment parmi vous, de saluer et de remercier l'Académie de médecine de nous recevoir aujourd'hui, de remercier Lamine Garbi, de remercier la secrétaire générale de la FHP, de poser ce sujet, de remercier Franck Chauvin, le président du CINERPA, naturellement le ministre Évin, cher Claude. Je ne sais pas si je vais être d'un grand intérêt dans vos propos, parce que si je lis l'intervention sur laquelle on m'attend pour la proposition de loi visant à doter les établissements de santé sociaux et médico-sociaux d'un dispositif de médiation, quel avenir pour cette proposition de loi? Alors, alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je n'ai pas de baguette magique et la situation politique et le contexte législatif, vous le connaissez. Un mot tout d'abord sur la médiation d'une façon générale. Deux expériences, celle du professionnel de santé et celle, curieusement, de l'élu local. L'élu local, j'ai été maire longtemps, j'ai été président d'agglomération longtemps, mais très en proximité des gens et très en portée d'engueulade sur beaucoup de situations. Et nous avons un dispositif dans les collectivités locales qui est très superposable, peut-être l'avez-vous déjà évoqué, c'est celui du médiateur de justice qui fonctionne très bien. Les collectivités locales organisent la venue du médiateur de justice, conciliateur de justice, ça dépend des termes. En général, il vient se présenter au maire, on l'installe, on organise ses permanences, et puis on voit un petit peu ce qui se passe. J'ai regardé les chiffres nationaux en venant. C'est quand même 150 000 dossiers par an qui finalement ne se traduiront pas en justice à hauteur de 50%. Ça veut dire que dans 50% des cas, le fait d'avoir une personne neutre avec des connaissances juridiques qui n'est pas partie prenante de telle ou telle partie, qui n'a pas d'intérêt à agir, mais qui pourra effectivement favoriser la médiation, règle un certain nombre de sujets. Naturellement, on exclut de ce champ-là quand il y a préjudice vis-à-vis des personnes qui nécessitera réparation, et là, naturellement, qui nécessitera condamnation et réparation. On n'est pas dans ce cadre-là. Mais je ne voudrais pas faire ce méchant parallèle, mais entre souvent des soucis de voisinage et des défauts de compréhension au sein d'un établissement médico-social, sanitaire, qu'il soit public, privé, médico-social, survient. Alors, concernant le côté législatif, pour bien répondre à la question qui m'est posée, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un texte qui est déposé le 15 octobre 2024 par la ministre Agnès Firmin-Lebaudot, puisqu'elle est première signataire de ce texte, et renvoyé à la Commission des affaires sociales. On avance beaucoup, on ne se rappelle pas toujours de vu le nombre de textes. Je figure parmi les co-signataires de cette proposition de loi, qui est donc de nature transpartisane. On voit bien que la médiation, donc du coup, et fort heureusement, au-delà de toutes les différences politiques des uns et des autres, c'est une initiative qui paraît transpartisane. Et cette proposition de loi, poussée par Agnès, dont je suis co-signataire en octobre 2024, est elle-même une reprise d'une proposition de loi de 2022 qui était restée sans suite et qui était portée par la députée Audrey Dufeu. Donc ce n'est pas la première fois que finalement le Parlement se saisit finalement de cette problématique de médiation. Alors voilà sur la forme. Sur le fond, c'est finalement de garantir à tout usager assez proche un droit de recourir à la médiation en cas de différend, en cas de litige, avec un établissement ou avec un professionnel qui exerce, et ça dans le secteur sanitaire, social, médico-social et public
ou privés. Donc, chaque établissement pourrait mettre ce dispositif en place ou faire appel à un médiateur extérieur avec une personne, donc une personne physique ou morale, à condition que la désignation et les modalités d'intervention respectent l'indépendance, l'impartialité, la neutralité, la confidentialité sans pouvoir de décision. Donc c'est à la lecture effectivement de cette proposition de loi que je me suis rendu compte que finalement il y avait une grande proximité avec les conciliateurs de justice. Dans l'esprit de cette proposition de loi, la médiation resterait donc volontaire. Aucun patient ne pourrait y être contraint et pourrait porter sur tout ou partie du litige. Les établissements informeraient l'Agence régionale de santé des modalités retenues et le texte inscrit ce cadre dans le Code de la santé publique et dans le Code de l'action sociale et des familles. Et son article 4, naturellement, c'est une proposition de loi, le gage financièrement. Donc on assiste ici finalement à une double ambition, donner une base législative à une médiation qui repose aujourd'hui que sur des dispositifs partiels, réglementaires, et de l'unifier pour les trois secteurs. Ensuite, moi je pense que d'une façon générale, je pense que vous connaissez beaucoup mieux les dispositifs de médiation que moi, puisque je pense que la composition de l'Assemblée connaît très bien ces sujets. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que d'une façon générale, existe une médiation médicale interne aux différents établissements qui peut être à l'origine de conflits et de gestion de conflits en interprofessionnel au sein d'établissements, que nous avons la commission des usagers depuis la loi du 4 mars 2002 qui traite des plaintes et des recommandations et des réclamations des patients, et qu'il existe déjà un médiateur national avec Daniel Taupillier, que je salue également, et des dispositifs propres à certains groupes. Donc la proposition de loi numéro 428, donc celle portée par Agnès Firmin-Le Bodo, relève du premier registre, celui de la relation donc avec l'usager, et l'étend au social et au médico-social, dans le public comme dans le privé, et elle ne confond pas non plus, elle se confond pas avec les voies d'indemnisation qui existent, les commissions de conciliation et l'indemnisation et l'ONIAM. Vous savez, c'est l'Office national d'indemnisation des victimes, qu'on a surtout entendu parler lors de l'affaire du Mediator, avec notamment les recherches sur les atteintes des valvulopathies. Il se trouve que le cardiologue expert de l'ONIAM sur ce sujet-là était issu de mon service, de mon pôle. Donc tout ça ne remplace pas le recours juridictionnel du patient, mais cette distinction permettra d'éviter tout malentendu pour qu'on ne prête pas à cette proposition de loi de médiation en lieu et place de toute action de justice. Alors, si je veux conclure pour ne pas être trop long, moi j'ai co-signé ce texte parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens, que la justice est d'une façon générale relativement surchargée, que beaucoup de choses peuvent se régler. N'oublions pas que le secteur de la santé est toujours un secteur très particulier parce qu'on est surtout sur l'émotion. Tout peut prendre très vite de très grandes considérations. C'est un secteur aussi qui se prête beaucoup à la désinformation, à la malinformation. On peut très bien ne pas avoir compris certains termes, aller chercher, mais sur Internet, telle ou telle chose. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, je commence à divaguer de mon texte, mais c'est pour donner du concret. Alors, ça ne se finit pas en médiation, mais c'est marrant quand même. C'est-à-dire que moi, je posais des défibrillateurs, voilà. Donc, par exemple, on avait maintenant un tel niveau d'accessibilité à l'information des patients que j'avais des patients qui venaient en consultation
Ils savaient qu'ils allaient avoir un défibrillateur, parce que l'indication avait été posée, on discutait, et ils arrivaient avec un petit papier, et ils disaient « je voudrais le défibrillateur de telle marque, avec telle sonde et telle option ». En gros, ça faisait « je veux ma Super 5 GTI climatisée, avec métallisée ». Et quand même, il fallait pouvoir quand même discuter, de dire bah non, en fait, on ne vous a pas mis celui-là, mais on vous a mis celui-là pour telle et telle chose. Donc ça ne donne pas lieu en lui-même à une action de justice, mais il nous est arrivé parfois d'être obligé de refaire une réunion et de dire que le dispositif implantable qu'on avait mis était au moins aussi bien, si ce n'est supérieur, et pour des questions parfois d'appel d'offres, c'était pas tel produit qui était référencé. Mais voilà, en tout cas, il y a ces sujets-là qui s'invitent et qui peuvent peut-être très vite, on va dire, se raisonner avant qu'il y ait plus de procédures. Après, cette proposition de loi, pour revenir dans quel avenir ? Vous savez qu'un parlementaire, quel qu'il soit, n'a pas le droit, entre guillemets, de gager les finances de l'État, enfin de pouvoir enclencher des finances de l'État. C'est ce qui, en langage juridique, est parlé de soumis à l'article 40. Donc, vous êtes obligé, dans l'article 4, de gager par l'article 40. Donc, en général, et comme tout bon député, en général, c'est sur les assises et les taxes sur le tabac. Vous connaissez aussi ça par cœur. Après, moi, je ne peux que saluer la volonté d'avancer. Après, je crois que il faut qu'on soit conscient collectivement de l'agenda qui est le nôtre. C'est-à-dire que nous sommes 10-12 juin, enfin mi-juin, il reste 15 jours en juin. À partir du 1er juillet, on sera dans une ouverture un peu dite exceptionnelle, qui aura du mal à aller un peu au-delà du 14 juillet, puisque vous le savez, il y a les sénatoriales. Donc le Sénat a très envie de s'arrêter avant le 14. Bon, on laisse penser qu'on pourrait aller jusqu'au 24, mais donc il reste très peu de semaines. Le mois d'août, c'est le mois d'août. Le mois de septembre, c'est élection sénatoriale, donc là, ça ne rouvre pas non plus. Après, octobre, novembre, décembre sont quand même consacrés au texte budgétaire. Les fameux PLF, PLFSS reviennent à nous. Et en janvier, il y a naturellement les vœux, mais il n'y a pas que les vœux. Il y aura quand même un peu quelques semaines, mais très vite, on va rentrer dans la période de réserve présidentielle. Donc, je salue l'initiative, je soutiendrai la proposition de loi d'Agnès Firmin-Le Bodo, mais je serai extrêmement surpris qu'effectivement elle trouve inscription d'ici la fin de cette mandature, de ce quinquennat. Si elle le trouvait, j'en serais très heureux. Et quand bien même si elle le trouvait, vous savez que donc ça serait en première lecture à l'Assemblée. Il faudrait un rebond au Sénat en deuxième lecture. Je doute, pardon de rentrer dans l'expertise, mais il n'y aurait possiblement pas de procédure accélérée sur un texte comme celui-ci. Donc il faudrait revenir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale pour repartir au Sénat. Donc je vois bien la complexité, parce que pour avoir fait voter le 8 avril, moi, la proposition de loi là, sur le plan cœur européen, la déclinaison, de l'avoir fait donc le 8 avril, d'avoir pu enclencher la procédure accélérée, elle a été votée hier soir au Sénat, et on arrivera à faire une CMP avant le 14 juillet, donc en étant tous les feux verts allumés. Vous voyez, il nous a fallu en gros de début avril, examen en commission, examen en hémicycle, rebond au Sénat, procédure accélérée, CMP. On arrive en 10 semaines. 10 semaines, vu le temps imparti qui nous reste pour faire qu'une première lecture hors procédure accélérée, ça me paraît difficile. Cependant, ce n'est pas parce qu'on ne l'inscrit pas maintenant qu'il faut condamner le sujet. Je pense que c'est un sujet que les différentes fédérations, SINERPA, FHP, FHF, enfin, tout le monde peut porter. Je pense qu'on a intérêt à agir tous, quels que soient nos rôles, nos missions, nos fonctions, dans ces sujets de médiation, d'éviter la judiciarisation à outrance de notre prise en charge médico-sociale
ou sanitaire, et puis on gagne toujours à quelque part être le médiateur. On est toujours le médiateur de quelqu'un ou entre personnes, quel que soit notre horizon, et de pouvoir favoriser, de pouvoir faciliter le dialogue entre les patients, les familles, les professionnels de santé. Je pense que on est dans un monde qui va tellement vite, qui est tellement désinformé, où le temps presse toujours en permanence, que je pense qu'on répare un peu parfois le temps d'explication qui souvent est la première cause, parce que en fait souvent c'est par un défaut d'information initiale que les difficultés arrivent et qu'il y a nécessité finalement d'une médiation. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai passionné. En tout cas, je trouve que c'est bien de l'avoir organisé, d'avoir reposé ce sujet. On peut même presque se poser la question de comment se fait-il qu'en 2026, finalement, on n'ait pas ce temps-là dans nos différentes organisations professionnelles. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très facilement, entre guillemets, réparable et améliorable en 2027. Moi, j'ai qu'un souhait, c'est que en 2027, la santé s'invite dans le débat présidentiel, quelles que soient les idées des uns et des autres, parce que ça reste la principale préoccupation des Français. C'est votre cœur de métier. Et c'est aussi un secteur où il y a de grandes attentes et, pardon de revenir sur ce point-là, mais sur lequel il y aura des choix politiques importants pour maintenir notre modèle social, et que là, le contexte politique n'a peut-être pas permis effectivement de prendre un certain nombre de décisions, mais on voit bien que notre système est en perfusion, sans analogie. Voilà, et que si on ne prend pas ces décisions, je pense qu'il faudra plus qu'une perfusion pour le maintenir. Alors, ce n'est pas parce qu'on est en train d'étudier la loi de fin de vie en commission, mais il va falloir quand même clairement que ces sujets s'invitent à nous. En tout cas, s'ils ne s'invitent pas à nous, je crois qu'il faut que collectivement, on invite quand même ces sujets dans le débat, parce que l'horreur absolue, c'est qu'on n'en parle pas, et que, en fonction des résultats, eh bien, des mesures, on va dire, brutales s'appliquent à notre organisation. Et en général, quand des mesures brutales s'appliquent à nos organisations, c'est plutôt les plus faibles, les moins protégés qui en seront victimes. Donc je crois que c'est notre responsabilité commune de pouvoir porter ces sujets au-delà de nos différences des uns et des autres. Merci pour votre attention.